Il y a 10 ans, je suis au Vietnam. Je ramène mes grands-parents au Vietnam, en fait, de Paris à Saigon. Et mon oncle qui les accueille là-bas me dit Viens, j'ai quelque chose à te dire. Et donc, il entreprend de me faire mon arbre généalogique pour m'expliquer, en fait, que je viens d'une lignée de femmes maudites. Donc, il m'explique que mon arrière-arrière-grand-mère a été enterrée près d'une rivière, qu'elle avait les pieds mouillés, et que donc son fantôme n'est pas content et qui vient hanter les femmes de sa lignée pour exprimer son mécontentement. Moi, à ce moment-là, je viens de me séparer de mon mari et du père de mes enfants, et je me dis, eh ben bien sûr, évidemment, évidemment, tout s'explique. Et en fait, j'ai une fille, et je me dis, littéralement, je ne peux pas lui refiler le bébé, il faut absolument que j'aille combattre cette malédiction, que j'aille comprendre ce dont il s'agit pour la sauver, quoi. Je fais du yoga, de la méditation, j'entreprends plusieurs thérapies différentes. Et 4 ans plus tard, mon oncle meurt. Et en plus du deuil, c'est aussi le constat que cette chose, je ne sais pas ce que c'est, j'arrive pas à la nommer, mais cette chose est toujours là. Et il faut absolument que je fasse quelque chose. Et à l'époque, j'avais un blog dans lequel je filmais et je publiais des vidéos. Et en fait, je me suis dit, j'ai qu'à faire un film, en fait. J'ai une sorte d'intuition totalement folle en me disant, en faisant un film, je vais filmer les femmes de cette lignée, je vais documenter ça et je vais comprendre. Donc, je pars avec ma caméra et je commence à filmer ma fille, ma mère et ma grand-mère. Et puis, en même temps que je vois que ma fille n'a absolument aucun problème, ma grand-mère de l'autre côté au Vietnam se meurt. Et ma mère me dit, écoute, on va pas la laisser mourir comme ça, on va la ramener en France. Ma mère est docteure et elle me dit, je vais la soigner. Donc, partons là-bas et viens m'aider. Et puis, comme tu documentes toute ta vie, documente ça aussi. Et comme moi, je suis dans cette problématique de malédiction, etc., dont je ne lui ai pas parlé parce que j'ai totalement honte d'y croire, je me dis, OK, on va faire les deux en même temps. On va à la fois documenter le retour en France de ma grand-mère et essayer de continuer cette enquête. Et puis, ma grand-mère, dont je pensais qu'elle était vraiment en fin de vie et mourante parce qu'elle ne mange plus, elle crie, elle se déshabille tout le temps, on doit la laver, enfin vraiment, elle est dans un état proche de l'Ohio, quoi. Moi, je suis persuadée de ramener ma grand-mère et de l'accompagner sur sa fin de vie. Et en fait, ce qui va se passer, c'est un truc un peu miraculeux, c'est que parce que ma mère s'occupe d'elle, parce elle la soigne en tant que médecin, mais aussi avec de l'amour, ma grand-mère, en fait, elle va se remettre à vivre de manière hyper spectaculaire. Et donc, en 2 mois, je la retrouve, littéralement, sur le dance floor jusqu'à 2 heures du matin. Elle tombe amoureuse, enfin, une histoire incroyable que je filme. Et en même temps que cette vieille dame dit oui à la vie, elle va en même temps recontacter les vieux démons de la famille et avec elle son corps qui revient dans notre constellation familiale, va se remettre en branle toutes les relations névrotiques qui avaient été gelées par nos différentes séparations et donc vont se remettre à couler des récits familiaux, des douleurs familiales. Et donc, je vais commencer à avoir émergé cette lignée et ces drames féminins qui se refilent de génération en génération avec une mutation à chaque génération. Mais c'est vraiment comme un virus, en fait, de maltraitance et de violences multiples que je vais réaligner en quelque sorte. Et c'est ce qui va me permettre de, moi, me remettre dans cette lignée de femmes, à ma place en tant que mère de ma fille, en tant que fille de ma mère, en tant que petite fille de ma grand-mère. Et ça a été un processus totalement magique. Mais ce qui a été magique, c'était de vivre ça, mais ça n'a été possible que parce que c'était vécu et filmé, et que donc après, sur la table de montage, je pouvais voir des choses que mes constructions ou mes récits intérieurs m'empêchaient totalement de voir. Donc, par exemple, je ramène
toutes ces images, toutes ces aventures. Et le monteur me dit, mais je comprends pas trop ton histoire de malédiction. En fait, vous êtes super belle, vous êtes en grande forme, vous n'avez pas de problème d'argent, vous pouvez manger, vous pouvez même voyager. Et quand vous avez un problème, bah, vous en parlez. Moi, je trouve ça extraordinaire. Vous êtes tout sauf maudite. Et donc, avec le montage de ces images, c'est enclenché un processus de déconstruction de mes récits pour vraiment voir ce qu'il y avait à voir. Et en fait, quand on écrit, on est dans une subjectivité qui est totale. Et quand on est hyper névrotique comme moi, bah, en fait, cette subjectivité, elle raconte des histoires, mais qui n'ont rien à voir avec la réalité. Quand on tient une caméra, évidemment qu'il y a une subjectivité dans le sens où je choisis de cadrer d'une certaine manière, je mets en hors cadre des choses que je choisis aussi d'invisibiliser, mais ce qu'il y a dans le cadre est totalement objectif. Donc je vois tout d'un coup comment les gens sont habillés, quelles sont leurs positions, quelles sont leurs énergies, quelles sont leurs interactions, et donc je commence à voir quoi. Et les bouddhistes, ils disent que c'est ça. L'un des buts de la pratique bouddhiste, c'est juste voir les choses telles qu'elles sont, ni plus ni moins. Et donc, ce processus de création, ça a été aussi un processus de recomposer mon passé, littéralement, de recréer mon passé ou de recréer ma mémoire et de développer à la fois un nouveau récit, mais qui soit plus en lien avec, non pas juste des narrations et des histoires qu'on se raconte, mais qui soit plus près de la vérité et du soin qu'on pouvait s'apporter les unes les autres. Quand j'ai commencé le processus de filmer et de comprendre, etc., il y a un moment donné où on m'a dit « mais peut-être que tu devrais lire des bouquins sur la psychogénéalogie, sur le transgénérationnel, parce que ton film traite de ça. » Et que certainement qu'il y a des choses qui ont déjà été décrites. Et j'ai lu un livre très important pour moi de Robert Neuberger, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Les familles qui ont la tête à l'envers » et qui décrit sa pratique, qui est née, si je me souviens bien, après la Deuxième Guerre mondiale, pour des descendants de survivants de la Shoah, à qui, entre guillemets, il n'était rien arrivé, mais qui présentaient tous les symptômes de personnes très gravement traumatisées. Et donc, ils ont compris que finalement, c'est pas parce qu'il ne vous arrive rien que vous n'êtes pas traumatisé, parce qu'un traumatisme, en fait, c'est comme un virus qui se transmet de génération, qui peut se transmettre de génération en génération. Alors, on peut y voir des choses un peu ésotériques, mais en fait, c'est très très simple. C'est qu'un parent qui est traumatisé, qui va, par exemple, associer sa survie à de la culpabilité, certainement que lorsqu'il va éduquer ses enfants, dans l'amour qu'il va leur donner, va aussi entremêler dans cette pâte à modeler aux couleurs indissociables de la culpabilité. Et donc c'est ça qu'on va recevoir avec de l'amour. C'est des choses qui sont non circonscrites et qu'on va nous-mêmes ensuite redonner à d'autres générations, à nos enfants, etc. Jusqu'à ce qu'il y en ait un qui dise ça suffit. Donc ça va être douloureux pour cette personne, mais il peut y avoir de la schizophrénie, des tentatives de suicide, vraiment des souffrances très très lourdes, des douleurs très très lourdes. Mais c'est la personne qui va montrer au système familial qu'il y a un problème à résoudre. Et ce que Robert Neuberger a décrit très très bien et qui m'a vraiment scié en deux, c'est qu'il n'y a pas que le traumatisme en fait qui violente la famille. Il y a la mythologie familiale qui est totalement mise à mal. Donc il donne un exemple d'une famille catholique dont la tradition familiale est centrée autour de la générosité. Et le couple, à un moment donné, tombe enceinte, attend un enfant, et cet enfant va être handicapé. Et il décide de l'abandonner, je crois. Et donc, en fait, cet événement traumatique qui est l'abandon de cet enfant, pour le couple comme pour la famille, c'est aussi la fin du narratif et de la mythologie autour de la générosité. Et donc, des générations plus tard, une des enfants, je ne sais plus de quoi elle souffre, mais elle tombe gravement malade. Et ils arrivent à remonter cet événement traumatique. Et en fait, il faut remythologiser la famille, développer des nouveaux récits qui soient du coup adéquats avec ce qui est devenu la famille, remettre des rituels. Et en fait, je n'avais pas compris que ce que j'étais en train de faire, c'était ça. C'est littéralement faire un film, donc remythologiser la famille et amener de nouveaux récits. Après, ça avait une limite
qui était les récits, ça peut être n'importe quoi. Donc, il fallait aussi dépasser ça et essayer de rester dans une quête de vérité. Donc, voilà. Mais c'était incroyable. Mais ce processus nous a totalement transformés, mais vraiment profondément. Ce qui était très beau et très douloureux en même temps, c'était de comprendre que finalement, mon processus à moi était de naître à moi-même. Donc en fait, la question n'était pas tant de sauver ma fille de cette malédiction, n'était pas tant de sauver ma grand-mère d'une mort imminente, ni même de sauver ma mère parce qu'on avait une relation compliquée et que ce film la montrerait comme une héroïne. C'était vraiment de me sauver moi, quoi. C'était d'essayer de comprendre comment je pouvais devenir le sujet de ma propre vie, en fait. Et ça, c'est venu tout changer parce que la lignée cette fameuse lignée maudite, c'était une lignée qui avait été balancée dans les violences décidées par d'autres, par la guerre, par l'exil, par les violences intrafamiliales, par l'inceste. Donc c'était être dans une lignée de femmes pour qui il avait été jusque-là impossible. Et moi, je remonte jusqu'à ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, mon arrière-arrière-grand-mère, mais je sais que c'est des milliers de femmes au-dessus de ma tête qui n'ont pas pu décider de leur destin. Et donc, tout d'un coup, dire « je », ça a été à la fois la transgression la plus ultime dans cette famille finalement patriarcale, où ce sont les hommes qui décident du destin de tout le monde. Et ça a été transformer qui pouvait être ma fille, d'être une femme plus libre. Ça a transformé ma mère parce que tout d'un coup, elle a dû voir quelles avaient été mes ressentis, quel avait été mon vécu. Et ça a été un travail pour elle vers la non-peur. Et pour ma grand-mère, elle m'a dit quelque chose d'absolument fabuleux quand elle a vu le film, qui me fait pleurer à chaque fois que je le dis, mais je vais le dire. Elle a regardé le film, elle s'est mise à danser, et puis elle m'a dit, en fait, je suis quelqu'un. Et ça... Je trouvais cette phrase incroyable. Et j'ai trouvé ça... Ouais, je me suis dit, tiens, en fait, il fallait que je comprenne que je faisais les choses pour moi pour que ça puisse avoir des conséquences véritables et authentiques sur les personnes autour de moi.